plaisir d'être ici avec vous. Pour la première fois de ma vie à Sudbury, ville que je rêvais, c'était ça ma bucket list de visiter un jour dans ma vie. Finalement, je suis rendue. Donc, on m'a demandé de parler aujourd'hui de la théorie de la complexité institutionnelle, de l'autonomie institutionnelle. Une théorie qui a d'abord été élaborée pour étudier les communautés migrantes, mais qui a été appliquée un peu plus tard à la francophonie canadienne. Mon but dans les 7 prochaines minutes environ est de vous présenter dans un premier temps c'est quoi l'autonomie institutionnelle. Dans un deuxième temps, de voir en quoi elle est importante pour éclairer la question qu'on se pose ici en fin de semaine, la question de l'université homogène francophone en Ontario. Et finalement, de présenter peut-être un angle mort de cette théorie, de la façon dont on la conçoit, un angle un peu plus politique. Donc, pour commencer, l'autonomie institutionnelle, ça mange quoi en hiver? C'est une théorie qui a été inventée par le sociologue Raymond Breton dans les années 60, qui s'intéressait aux facteurs de rétention des individus de différents groupes migrants à Toronto. Donc, ce qu'il essayait d'expliquer finalement, c'est qu'un migrant avait 3 choix en arrivant à Toronto. Allait-il s'intégrer à la majorité, B, un groupe migrant de la même souche ethnique que lui, ou finalement un groupe migrant d'une souche ethnique autre. Dans cette situation-là, la complétude institutionnelle vient expliquer finalement la forte organisation sociale des différents groupes, formant d'un spectre à l'autre, d'un extrême à l'autre du spectre, des relations informelles entre les personnes. Bon, on est 2 personnes de plein pays, on va aller prendre le café, jusqu'à finalement une autonomie institutionnelle complète où il était possible d'obtenir tous les services nécessaires dans les institutions du groupe au point où l'on pourrait complètement se passer de l'interaction avec la majorité. Vous ne serez sûrement pas surpris d'apprendre que les groupes les plus organisés étaient effectivement ceux qui réussissaient le mieux, non seulement à garder leurs membres, mais aussi à attirer les membres provenant de groupes. Ce qui habite le cœur de la théorie de la compétition institutionnelle, ce n'est pas de ne pas avoir affaire avec l'autre, avec la majorité. En tant que tel, ce n'est pas non plus en termes statistiques de savoir le nombre de clients que la communauté a desservis au travers de ces institutions. C'est plutôt ce qui découle de la compétition institutionnelle au sein de la communauté, la force vitale qui en émane, la production culturelle qu'elle génère, le dynamisme et la cohésion qu'elle entraîne au sein des mondes. C'est sa capacité à se mobiliser. C'est sa capacité à résister au magnétisme du groupe dominant, qu'on aime bien appeler en francophonie canadienne l'assimilation. Bref, c'est l'existence effective d'une société civile. De théorie sociologique, somme toute assez obscure, la complétude institutionnelle a connu son heure de gloire assez récemment en Ontario français, alors que Raymond Breton lui-même fut appelé en tant qu'expert devant la Cour divisionnaire de l'Ontario pour témoigner de l'importance de l'hôpital Montfort pour la collectivité franco-ontarienne. Dans le jugement final de la Cour, on peut lire « En plus de remplir la fonction pratique supplémentaire de dispenser la formation médicale, le rôle institutionnel plus large de Montfort comprend notamment celui de maintenir la langue française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité au sein de la minorité franco-ontarienne. » Le jugement Montfort démontre explicitement ce qui est implicite au sein de la théorie de la compétition institutionnelle. C'est le double mandat de l'institution de la minorité, soit celui d'exercer sa fonction dans le cas Montfort, de donner des services de santé, tout en étant un lieu de vie linguistique et culturelle, un vecteur de transmission des valeurs de la communauté. Un mandat qu'aucune institution universitaire de la province ne sut remplir jusqu'à maintenant. La complétude institutionnelle de l'Ontario français est assez inégale pour le territoire. Il est assez évident que quelqu'un qui habite ici à Sudbury ou à Kapuskasing ne vit pas la même francophonie que quelqu'un qui vient de Barrie ou de Toronto. Par contre, l'un des terrains où les inégalités ont été le mieux mesurées à cet égard est certainement celui de l'éducation. C'est sans aucun doute le terrain le plus important pour la pérennité d'une communauté minoritaire. Et c'est aussi, un peu ironiquement, l'un des terrains où les francophones en Ontario n'ont pas encore osé s'aventurer jusqu'au bout de la route. Et pourquoi? Voilà bien la question à laquelle la compétition institutionnelle ne sait répondre. Ce qui élude ou ce qui échappe à la théorie de la compétition institutionnelle, et là, vous allez voir mon jupon de sciences politiques est rentré un peu, c'est selon moi la façon dont on réincorpore le pouvoir dans la compétition institutionnelle. C'est ce que j'appellerais à défaut d'un autre nom, la volonté. La volonté politique qui fait d'une communauté une communauté en marche. La volonté qui fait qu'à la base, une simple clinique de 200 lits qui répondait à une petite partie de la population franco-ontarienne dans une région de la
un symbole, une institution avec un grand I, ou si vous préférez avec un grand M. Une institution pour laquelle la communauté sentait qu'il valait la peine de le faire. Qu'est-ce qui fait que cette étincelle-là, qui a su embraser la communauté pour la cause Montfort, n'est pas mis le feu, ou du moins pas encore, dans le cœur de la communauté franco-ontarienne, souhaitant la mise en place d'une institution universitaire francophone au Montréal? En 1985, Jean-Pierre Pichette écrivait dans la revue du Nouvel-Ontario que l'Université française en Ontario n'était qu'une question de temps. On a beau être 500 000 francophones dans la province, 22 000 étudiants francophones, avec des droits inscrits dans les règlements municipaux, provinciaux, la Constitution, la Charte, à l'Ouest. Si on est 500 000 à décider de ne pas agir, ou à ne pas se décider d'agir, car le résultat sera le même, le projet d'une université franco-ontarienne sera relégué encore une fois au calendrier. Je pense qu'au-delà de n'importe quelle théorie sociologique que je pourrais vous désavérer sur les institutions d'une communauté, de toute projection statistique économique sur les retombées d'une université de langue française, de toute analyse sur le droit des franco-ontariens à l'éducation universitaire en français, parce qu'on l'a droit, la question, elle reste une question de volonté politique. Alors la question que moi je vous pose, quand donnerons-nous finalement raison à Jean-Pierre?